C'est une réalité que nous préférons ne pas voir. La santé est un marché comme les autres, avec ses tricheries, sa corruption, ses malversations. Et que dire de ces médicaments surfacturés, inopérants, voire dangereux. L'un d'eux aurait fait récemment entre 20 et 40 000 morts aux États-Unis. En France, il y a notamment le scandale du Mediator. Un médecin et une journaliste révèlent tout dans un livre choc. Ils sont les grands témoins de votre 64 minutes. Bernard Dalberg, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin et vous êtes donc le co-auteur de ce livre, Omerta, dans les labos pharmaceutiques, Confession d'un médecin. C'est chez Flammarion. Enquête, un livre coécrit avec Anne-Laure Barret, consoeur du JDD, journal français, le journal du dimanche, donc co-auteur de ce même livre. Alors, Bernard Dalberg, c'est rare, c'est sans doute même à notre connaissance unique. Vous avez choisi de parler. Pourquoi avoir décidé de briser le silence aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, effectivement, c'est un cas unique parce que je suis le premier cadre de l'industrie pharmaceutique, qui plus est, qui travaillait au département médical, là où se situe l'éthique des laboratoires, le cœur de l'éthique. Et j'ai travaillé pendant pratiquement 20 ans avec 3 autres laboratoires américains qui avaient des pratiques absolument en ligne avec la loi, et je n'ai jamais vu ou entendu de pratiques telles que vous les décrivez. Et puis brutalement, mon laboratoire a été racheté par l'américain Merck & Co, MSD en France, et pendant 1 an et demi, j'ai travaillé avec eux. Et là, j'ai vu apparaître des pratiques qui ont été décrites par ailleurs dans la presse, qui consistaient à impliquer des médecins dans des contrats de consultants ou autres, pour lesquels tout était légal d'ailleurs. Par ailleurs, mais le problème de cette histoire, c'est que dans le même temps, ils étaient dans des commissions, soit à l'Agence française du médicament, de l'AFSAP, qui est aujourd'hui la NSM, ou experts pour l'EMA, l'Agence européenne de Londres, qui donne les autorisations à l'échelle du continent européen. Donc c'est vraiment un conflit d'intérêts, des liens d'intérêts qui tournent au conflit d'intérêts, et je n'ai pas voulu cautionner ça, et c'est une des raisons pour laquelle je suis parti. Mais quelles sont, on est parfois à la limite de l'or, quelles sont ces violations finalement que vous dénoncez dans le livre ? Ce sont quoi, ces essais cliniques biaisés du coup avec ce conflit d'intérêts ? Tout le monde comprendra qu'à partir du moment où des leaders d'opinion sont payés parfois pendant plusieurs années, qui sont les leaders d'opinion ? Ce sont les gens qui sont les sachants, les grands maîtres du savoir médical. Et à partir du moment où ces médecins travaillent avec l'industrie, parfois pendant des années, et sont rémunérés pour des contrats divers et variés, allant du contrat de consultant, des contrats d'experts cliniques, en passant par être orateur dans les grands congrès internationaux, de manière très transparente d'ailleurs, la plupart du temps, on comprendra que lorsqu'ils sont appelés par les agences pour décider de la mise en pharmacie d'un médicament qui va concerner des millions de gens parfois, leur avis peut être sujet à caution. C'est humain. Alors, il y a aussi dans ce livre, bien entendu, toute une enquête sur les effets secondaires dissimulés, entre guillemets. Anne-Laure Barret, je me tourne vers vous. Prenons le Vioxx, anti-inflammatoire lancé par Merck, où vous avez travaillé pendant 20 ans, donc, un docteur. C'est lancé en 2000, retiré du marché 4 ans après. On estime à des milliers de morts le nombre de victimes. Comment est-ce que c'est possible ? C'est possible parce que les essais cliniques, donc les études médicales qui sont faites avant le lancement d'un médicament, ne concernent qu'un nombre trop limité de patients. C'est possible parce que peut-être parce que les laboratoires veulent tous avoir une innovation thérapeutique à la clé. Ils ont peut-être tendance à minimiser les effets secondaires des médicaments. C'est possible parce que les gendarmes du médicament à l'échelle des différents pays sont parfois aveuglés, soit par l'industrie, soit par le fait que ces essais cliniques portent sur un nombre trop petit de personnes, soit parce que les gens qui sont inclus dans les essais cliniques, ils sont mieux portants, plus jeunes, que les patients qui sont susceptibles de prendre le médicament au moment où il atterrit en pharmacie et d'être sujet à des effets secondaires. Alors Merck est-il le seul laboratoire concerné par ce genre de pratiques douteuses, voire illégales ? Moi, je connais pas toute l'industrie pharmaceutique. Je peux pas me garder je peux pas porter un jugement aussi sec. Ce que j'ai voulu raconter, l'histoire du Vioxx, on a voulu la raconter. J'ai voulu la raconter parce qu'elle me semblait emblématique de tout un tas de dysfonctionnements dans le système, et surtout parce que aux États-Unis, quand le scandale, le crash sanitaire a été révélé, tout le système a fait une sorte d'autopsie de ce crash sanitaire, a réfléchi, a regardé ce qui avait dysfonctionné, et des réformes ont été faites.
fait, les victimes ont été indemnisées après qu'un accord a été conclu avec le laboratoire. En France, à la même période, donc en 2004, tout le monde s'est tu. Les quelques personnes qui ont essayé d'en savoir plus, il y a notamment un ancien sénateur apparenté socialiste qui avait essayé d'en savoir plus. On leur a pas permis d'avoir des moyens d'enquêter. Au fond, en France, c'est comme si le problème du Vioxx, le crash du Vioxx, il avait jamais eu lieu. Il y a quelques victimes qui ont décidé de se tourner vers les tribunaux. Elles se sentent un peu paumées. On n'a jamais réfléchi à ce problème. Et des années après, on a eu le scandale du Mediator. Et là, on s'est mis à réfléchir au dysfonctionnement de notre système. Donc l'idée, c'était de dire, il reste des victimes dans la nature. Et si on y avait réfléchi plus tôt, on aurait pu apprendre et améliorer ce système. Alors, pourquoi prendre de tels risques, Bernard Dalberg ? Pourquoi est-ce que ces grands groupes prennent de tels risques ? Est-ce que c'est pour remporter un marché au détriment de concurrents ? Tout d'abord, pour rebondir ce que vient de dire Anne-Laure, je tiens à préciser, ayant passé quand même plus d'une vingtaine d'années dans ce milieu, que la majorité des industriels, et ça a été le cas pour ma carrière pendant presque 20 ans, la majorité des industriels sont honnêtes, et lorsqu'il y a un médicament dont ils sachent pertinemment qu'il est dangereux, parce qu'ils voient arriver des effets secondaires par la pharmacovigilance, qu'il y a le système de suivi de l'innocuité de ces médicaments, ou que les résultats de leurs études montrent effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dans la majeure partie des cas, ils se signalent aux autorités sanitaires et le développement est arrêté ou le médicament est retiré ou suspendu. Donc le désastre sanitaire, il ne peut arriver qu'à cause de la non-transparence des liens d'intérêt entre certains experts. Mais vous dites, docteur, il n'y a pas que Merck, mais en même temps le Mediator en France... Oui, mais le Mediator, ça a été le déclencheur. Ça a été notre Vioxx à nous qui a fait prendre conscience aux autorités. Alors, il y a eu une évolution avec la fameuse loi dite familièrement Bertrand de décembre 2011, où on commence timidement à vouloir recenser les conflits d'intérêts et les liens financiers entre les médecins et les laboratoires. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est totalement inutile puisque d'un côté, il est obligatoire de déclarer si un médecin a mangé pour 50 € à la cafétéria en face de l'hôpital et ça sera checké par le Conseil national de l'ordre des médecins, ce sera public. Par contre, s'il y a un contrat de consultant à 200 000 € pour un leader d'opinion qui 6 mois plus tard va donner l'autorisation d'un médicament du dit laboratoire, personne ne le saura. Aux États-Unis, le crash du Vioxx a fait refondre complètement leur système sanitaire et tout est complètement transparent. Ce n'est pas le cas en France. C'est le diagnostic est fait depuis longtemps. Je ne suis pas le premier lanceur d'alerte qui le dit. Nous ne sommes pas les premiers. Ça fait des années que tout le monde le dit. Il y a eu des crashs sanitaires en France. Il y a eu le Mediator. Il y en aura d'autres si on ne change pas l'opacité complète qui règne sur le sujet. Alors les médecins prêtent le serment d'Hippocrate. Qu'est-ce qui les amène à être aujourd'hui l'un des rouages du système ? Alors si on parle des médecins qui décident, qui sont en relation avec l'industrie pharmaceutique, il faut comprendre qu'ils n'ont pas le choix. Ces grands savants, ces grands leaders d'opinion que nous respectons tous et avec raison, n'ont pas d'argent des pouvoirs publics pour exister. Hormis payer les salaires de leur personnel, ils peuvent pas faire de recherche. Et s'ils n'ont pas d'argent pour faire de recherche, ils sont morts. Et la recherche française est morte. Donc il y a que les industriels qui peuvent leur apporter ça. Donc il y a une espèce de prêté pour un rendu, une espèce d'omerta de la référence à l'argent qui fait avancer aussi leur carrière. Bon, voilà, personne ne veut aborder cet aspect des choses. Alors qu'à chaque fois qu'on évalue un médicament, il est toujours possible de trouver quelqu'un qui n'a pas de lien d'intérêt avec le laboratoire. Anne-Laure Barret, pourquoi autant de risques de la part de ces grands groupes, selon vous ? Parce il y a moins d'innovation, ce qu'on soulignait tout à l'heure. Il y a de moins en moins de médicaments neufs et surtout il y a de moins en moins de médicaments révolutionnaires. Donc du coup, moi je peux que le constater de mon poste d'observation, mais toi tu l'as vécu. Du coup, la course à l'innovation fait que quand on croit avoir une molécule prometteuse, on a peut-être envie de fermer les yeux sur un effet secondaire qu'on espère être minime, mineur. Que vous a répondu lors de cette enquête, Merck ? Est-ce qu'il s'exprime ? Merck qui s'exprime, oui, ils m'ont répondu. Aujourd'hui ? Ils m'ont jamais reçu. J'ai reçu donc une réponse par mail très sèche que j'ai imaginé avoir été écrite en collaboration avec les avocats. Ils disent que certes ce médicament a été retiré du marché, mais que c'était donc le Vioxx, scandale sanitaire et retrait de 2004, que c'était pour des raisons essentiellement d'effondrement du cours de la bourse. Ils disent aussi qu'il y a eu des indemnisations aux États-Unis, que les patients victimes de cette molécule ont pu toucher de l'argent et même parfois beaucoup d'argent, mais que pour eux c'était pas une manière de reconnaître leur responsabilité, c'était sûrement c'était en fait d'éteindre le feu aux États-Unis, donc c'était pas une reconnaissance de responsabilité. Et que peuvent faire concrètement les patients face à cela aujourd'hui ? Si l'État, selon vous, est défaillant ?
Concrètement, il y a un problème, c'est que aujourd'hui, tout le monde en a peut-être entendu parler, il y a une nouvelle loi qui s'appelle les class action, les actions de groupe, qui va bientôt être promulguée si mes renseignements sont exacts. Ça veut dire quoi? Que demain, on va autoriser plusieurs personnes qui ont été victimes, par exemple, de la malfaçon du fonctionnement de leur véhicule ou d'un aspirateur, d'un four à micro-ondes, d'une machine à café ou je ne sais quoi, pour pouvoir, avec un cas particulier, obtenir réparation auprès des industriels. Mais pour le médicament, rien. Au jour d'aujourd'hui, des gens vont mourir et meurent et continueront à mourir des scandales du médicament, quelquefois pour de très bonnes raisons, parce que personne ne l'aura vu. Et dans ce cas-là, on ne peut pas reprocher à quiconque, ni aux industriels, de ne pas avoir vu arriver le coup. Bon, mais parfois, les enquêtes démontrent qu'il y a eu malversation volontaire, qu'il y a eu camouflage des informations. Et dans ce cas-là, la loi doit permettre aux patients de s'associer entre eux pour faire ces actions de groupe. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Chaque malade est obligé de déposer un recours, et c'est le parcours du combattant. Il n'y arrive pas. Alors, juste une question, vous êtes, vous, en procès avec votre ancienne entreprise, c'est une question qu'on vous pose. Oui. Pourquoi? Est-ce un rapport avec votre volonté de dire les choses? Mais écoutez, on m'a licencié pour une raison que je juge non valable, et comme tous les salariés, malheureusement, et tous les cadres, par dizaines de milliers chaque année, qui se font licencier pour des raisons qu'ils contestent, il y a dans ce pays des tribunaux qui s'appellent les prud'hommes, et c'est un bon endroit pour discuter. Alors, l'un de ces cobayes, voilà ce que titre aujourd'hui un article de nos confrères du Figaro. Une enquête va passer chez nos confrères de François ce soir. Une enquête qui dénonce les tests de médicaments effectués sur des cobayes en Inde, dans le sous-continent indien, pour le compte des laboratoires pharmaceutiques occidentaux. Est-ce que ça se sait? Vous avez travaillé dessus, Anne-Laure Barret, peut-être moins, vous, docteur? Mais c'est un secret de polichinelle. Tous les grands groupes industriels, tous les majors de l'industrie vont faire leurs recherches cliniques pour mettre au point les données qui vont prouver l'efficacité ou non de leurs médicaments dans des pays où ça coûte beaucoup moins cher. Juste un ordre de grandeur. Pour faire entrer un patient ici en Europe dans une étude, ça va coûter 1500 à 1300 euros. Ces industriels vont en Inde ou en Chine, ça va leur coûter 50 euros. Tout le monde aura compris. Et puis en plus, ça va beaucoup plus vite dans ces pays parce que les lois sont beaucoup moins draconiennes. Il y a une législation beaucoup moins forte pour protéger les malades. Anne-Laure Barret, ça vous donne envie, si l'on peut dire, de continuer à pousser le sujet, justement, par exemple, quand on voit ce qui se passe dans le sous-continent indien? En fait, je peux plus m'arrêter. J'ai l'impression vous parliez d'opacité en nous accueillant. J'ai l'impression qu'il y a une grande opacité des liens entre les États, les laboratoires pharmaceutiques, en tout cas dans mon pays, de ce que je peux commencer à en percevoir. Et j'ai vraiment l'intention de peut-être d'y consacrer les 10 prochaines années de mon travail. Eh bien, on suivra tout cela avec vous. Anne-Laure Barret, journaliste au JDD. Merci à vous d'avoir participé à 64 minutes. Merci, docteur Bernard Dalberg, d'être venu témoigner sur le plateau de TV5 Monde.